qu'est-ce qu'un calque? Ici, un calque, on va dire tout simplement que c'est une couche qui contient un élément de votre image, on va dire un élément de votre composition, donc des informations. Par exemple, cette couche peut contenir des images, comme c'est le cas ici. Cette couche peut contenir du texte, ça peut contenir des formes par exemple. Donc nous allons voir ici plusieurs types de calques. Retenons un peu ce que c'est un calque. Après, quand on va commencer à travailler avec, on va voir que ça nous facilite vraiment la tâche dans Photoshop et aussi dans la plupart des produits Adobe. Par défaut, quand nous créons un document, nous avons ici le premier calque que j'ai créé, il s'appelle arrière-plan. Parce que là, on le considère comme la base de notre travail, donc on ne veut pas vraiment le modifier. Et donc nous pouvons soit le déverrouiller pour dire que non, c'est un calque ordinaire, ou bien on peut créer d'autres calques au-dessus pour commencer à faire notre travail. Et il faut rappeler que nous avons plusieurs types de calques. Nous avons les calques d'arrière-plan, comme ici, les calques vides, donc les calques que nous pouvons créer, les calques qui n'ont pas de contenu que nous allons ajouter après. Nous avons les calques d'image, quand nous importons une image, ça vient directement sous forme de calque. Nous avons aussi des calques de forme, donc quand nous allons essayer de faire des formes, ce sera sur des calques différents. Les calques de texte, nous avons aussi les calques de réglage, les calques de remplissage et les calques dynamiques ou objets dynamiques. On va aller voir petit à petit. On va dire un à un, c'est encore mieux. Les calques vides, donc après les calques d'arrière-plan, c'est ceux qu'on peut trouver quand on crée un nouveau calque. Par exemple, quand on vient ici sur le bouton plus, ici, dans la zone des calques, celui qui est juste à côté de la corbeille, quand nous cliquons sur plus, oui, on a créé un nouveau calque, mais rien n'a changé. Le calque apparaît ici, mais il n'y a rien qui s'est créé là. On n'a rien vu comme changement. Si nous prenons par exemple notre pinceau et que nous commençons à peindre, nous allons voir que ici, notre calque contient quelques informations. Ici, là, qu'on peut déplacer à l'aide de l'outil déplacement, vous allez voir, ici, notre calque contient cet élément-là, qu'on peut déplacer. L'avantage de travailler sur plusieurs calques, c'est aussi ça, c'est qu'on peut déplacer les différents éléments sur chaque calque afin de créer une composition plus ou moins intéressante. Mais si tous ces éléments-là étaient sur un calque, on n'allait pas pouvoir les déplacer séparément, comme par exemple ce qui suit, si tout était sur un calque, comme ça, et qu'on déplaçait, tout allait être ensemble. Et là, ça n'allait pas pouvoir créer, ça n'allait pas pouvoir nous donner l'effet que nous voulons, comme que si l'on déplaçait séparément ce calque-là. Après, c'est pas quelque chose d'esthétique, c'est juste pour vous faire comprendre la logique cachée derrière. Et donc, le calque vide, voilà ce à quoi il sert, c'est-à-dire qu'on peut le remplir d'informations différentes. Et en général, c'est pour la peinture. Mais après, deux types de calques en même temps ne vont pas toujours forcément ensemble. Mais le calque vide, lui, permet, donc c'est un contenant vide qui peut prendre un certain type de contenu. Voilà. Après, nous avons le calque d'image. Le calque d'image, donc c'est une image qu'on va importer dans notre document ici. Par exemple, si nous voulons envoyer une image là, nous voulons importer une image dans ce document là, on ne va pas faire fichier ouvrir, ce qui risquerait d'ouvrir l'image à part. On va plutôt faire fichier importer et incorporer, c'est-à-dire que on va importer un document et on va l'incorporer dans ce document là. On fait ça et on se rend ici par exemple, on va prendre un document, on va prendre une image un peu comme ça, cette image là, on va cliquer et on va faire importer. Quand on fait importer, l'image s'importe dans ce document ici, on va faire valider et vous voyez ici nous avons notre calque qui est importé. Et donc dans notre calque d'image ici, nous pouvons voir ce calque là ici. Si nous le masquons par exemple, vous allez voir, il est importé, il est sur son calque à lui, avec son nom à lui. Cette fois-ci, ce n'est pas calque 1, calque 0 ou calque 2, c'est le nom de l'image même dans notre explorateur. Ensuite, nous avons des calques de forme. Ici, ce sera utile quand nous allons devoir dessiner des formes
Pour cela, on va revenir sur notre document 1. On va supprimer ça. Si nous voulons dessiner une forme, par exemple, nous allons revenir dans notre barre d'outils ici, là. Et dans la barre d'outils, nous allons venir sur ces éléments ici. Vous voyez, au-dessus de l'outil mais, si vous avez cet affichage-là, si vous ne l'avez pas, ils seront juste côte à côte. Donc, vous prenez l'outil rectangle. Donc, quand nous parlons d'outil forme, c'est tout ce qui est forme géométrique que nous connaissons. Donc, il y a rectangle, il y a ellipse, il y a etc. Vous voyez. Par exemple, nous prenons l'outil rectangle. Quand nous prenons, ici, on nous demande est-ce que nous voulons cet outil-là dans la barre d'options en tant que forme, en tant que tracé ou en tant que pixel. Et comme nous avons dit outil forme, c'est bien entendu en tant que forme que nous voulons cet outil-là. Nous prenons, nous choisissons ici la couleur de fond. On peut cliquer sur la couleur pour choisir une couleur de fond ou la couleur de contour, là. Après, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à tout ça. On va juste venir dans l'espace, dans notre plan de travail ici. On va cliquer, on va maintenir, puis dessiner une forme comme ça. Vous allez voir que un calque se crée ici automatiquement et qui s'appelle rectangle 1, qui contient notre rectangle ici. Si nous venons à côté et que nous faisons un clic et nous glissons, ça va créer un deuxième calque. Mais attention, ça, dans certaines versions de Photoshop, le deuxième rectangle va se créer sur le même calque rectangle 1. Cela veut dire que vous n'allez pas pouvoir déplacer le deuxième calque indépendamment. Pour éviter cela, quand vous créez le premier calque, si vous avez une version plus ou moins ancienne, avant de créer le deuxième rectangle, assurez-vous de ne pas être sur le rectangle, le calque du rectangle ici. Pour cela, vous pouvez cliquer s'il y a de l'espace ici dans l'espace vide là. Vous venez dessiner votre rectangle ou bien vous pouvez maintenir la touche commande sur Mac ou contrôle sur Windows ou désélectionner ce calque là. Vous venez dessiner ici votre rectangle. Après, si vous voulez faire un carré, pour faire un carré, vous allez maintenir Shift sur votre clavier pour contraindre votre forme à être un carré. Je maintiens Shift, ça fait carré. Si je laisse Shift, ça fait ça. Si je maintiens Shift, ça fait ça. Je laisse, je maintiens. Vous voyez? Et là, j'ai un carré. Après, si je vais travailler sur des dimensions plus ou moins précises, je peux cliquer tout simplement dans l'espace de travail ici. Je clique une fois. Et là, quand je clique, une fenêtre s'affiche pour me demander les dimensions du document que je vais créer. Par défaut, ça prend les dimensions du document récemment utilisé ou récemment créé. Donc, je peux dire que je veux un rectangle, un carré donc de 1000 pixels par 1000 pixels. Donc, je fais 1000. Et là, en hauteur et en largeur, pardon, en largeur, je prends 1000 et en hauteur, je viens prendre 1000. Et je fais là, OK. Ça me crée ça et j'ai un carré ici. Donc, après, vous avez vu plusieurs manières, plusieurs méthodes de créer pour créer un rectangle ou un carré ici. Après, c'est à peu près la même chose. Vous venez faire clic droit ou vous maintenez le clic gauche sur votre outil rectangle. Vous allez voir outil ellipse qui lui permet de faire des ellipses, donc des cercles. Ici, vous cliquez, vous glissez, vous avez une forme elliptique, un peu comme ça. Ça vous fait ça. Vous pouvez venir dans la barre d'options pour changer sa couleur, un peu comme ça. Et voilà. Nous avons changé sa couleur. Et voilà. Après, si vous voulez aussi un cercle parfait, prenez l'outil ellipse. Mais là encore, vous maintenez quoi? Vous l'avez deviné, Shift. Et là, nous avons un cercle. Voilà, comme ça. Encore, vous avez d'autres types de formes. L'outil triangle qui n'était pas vraiment là. Si vous avez une version un peu plus ancienne, vous n'avez pas accès à l'outil triangle. Vous avez par contre l'outil polygone. Je vais commencer par supprimer cela. L'outil polygone. Avec l'outil polygone, quand vous prenez, par défaut, vous avez 5 côtés. Et ces côtés sont paramétrables dans la barre d'options. D'abord, on va faire un polygone comme ça. En mettant un Shift, c'est encore mieux. Et après, pour faire un nouveau polygone, on va changer ici le nombre de côtés. Là, vous voyez ici. On peut prendre par exemple 9 côtés, juste pour l'exemple. Et on va faire ça en mettant un Shift. Vous voyez, on a les côtés qui commencent à ne plus être trop présents, trop visibles. On peut changer aussi la couleur. Fait comme ça.
Vous voyez? Et donc, comme il n'y avait pas d'outil triangle, donc pour faire un triangle, d'abord il faut se poser la question, combien de côtés a un triangle? Un triangle, on ne va pas trop se poser la question, à 3 côtés. On viendra écrire ici 3, là, et on viendra là pour faire un triangle. Et voilà. Et donc, voilà comment faire un triangle ici quand on n'a pas d'outil triangle dans nos outils de dessin. Il y a l'outil trait et l'outil forme personnalisée qui nous permet de venir sélectionner des formes préinstallées dans Photoshop pour faire ce qu'on veut. Dans la partie de la version 2020-2021, vous avez un peu moins de formes. Mais dans les versions un peu plus anciennes, vous avez beaucoup plus d'options de formes. Voilà. Et donc, bravo, et vous aurez la chance en fonction de votre version de Photoshop. Bien, et donc en plus des calques de forme, nous avons les calques de texte. Supprimons nos calques que nous avons créés. Pour sélectionner tous les calques, nous avons cliqué sur le premier calque en haut et on a maintenant la touche Shift en cliquant sur le dernier calque que nous voulons et ça sélectionne tout l'intervalle. Et donc, pour travailler avec les calques de texte, il faut bien évidemment sélectionner l'outil texte qu'on va prendre dans la barre d'outils ici. L'outil texte, je rappelle, est symbolisé par le T ici, donc c'est facile. Et il est aussi accessible au raccourci qui s'affiche juste devant vous, T sur le clavier. Bien, on va cliquer dessus. Et bien donc l'outil texte, comme vous le savez déjà, permet de faire des textes et que ça, et rien d'autre. Donc pour écrire du texte simplement, nous allons procéder par simple clic. Donc cliquer une fois et il y a un petit texte de substitution qui va apparaître. Ce texte apparaît et vous invite à entrer votre nouveau texte. Pour entrer votre nouveau texte, vous n'avez pas besoin de supprimer ça. Vous écrivez directement le texte que vous voulez entrer. Je valide. Il faut préciser que la police qui sera utilisée, ce sera celle récemment utilisée. Donc, pour changer de police, vous avez qu'à regarder dans la barre d'options. Vous allez voir ici le nom de la police qui est là. D'abord, faisons un tour d'horizon sur la barre d'options quand on prend l'outil texte. Vous avez juste devant un T avec deux flèches, une flèche qui va en bas et l'autre qui va un peu plus à droite. Quand vous cliquez sur ce symbole-là, vous changez l'orientation de votre texte. Par exemple, ce texte-là, j'ai écrit, il est ici on va dire orienté horizontalement. Mais quand je vais cliquer dessus, il va directement partir de façon verticale. Et là, du haut vers le bas. Il peut vous être intéressant, ça va dépendre de l'effet que vous recherchez, mais nous, dans notre cas, on va le garder à l'horizontale. Et là, comme je dis, juste devant, quand vous cliquez sur la flèche qui est là devant, vous avez les différentes polices que vous avez sur votre ordinateur. Je vais prendre une police plus ou moins intéressante. Voilà, comme ça. Là, j'ai pris la police Centauri Gothic. Et devant, vous voyez Regular, que vous pouvez prononcer en français, Regular. Ici, il y aura les différents styles proposés par la police. Je rappelle que toutes les polices n'ont pas plusieurs styles. Certaines ont un seul style et vous verrez Regular ou bien Regular. Vous pouvez prendre italique. Qui est italique? Ici, à la différence de Word, il n'y a pas de gras. Il n'est pas écrit gras. Et donc, pour prendre le gras, vous allez regarder Bold. Bold, vous voyez devant, là où j'ai écrit Simple, ça veut dire échantillon. Et donc, vous voyez juste devant le style, un échantillon de ce style. Donc, ce à quoi ça ressemble. Bold, italique, par exemple, ça veut dire gras et italique. Donc, on reprend Regular, qui veut dire normal. Italique, qui est italique. Bold, qui est gras. Et ici, les compositions de italique et gras, ça veut dire voilà, italique et gras, tout simplement. On va garder Regular. Et voilà. Ensuite, devant, vous avez un symbole représenté par un petit T et un grand T. Là, il s'agit de la taille de votre texte. Là, nous sommes à 20 points et il faut préciser que la taille de texte est, on va dire, exprimée en points, représentée par PT. Vous pouvez cliquer pour voir les tailles prédéfinies.
Donc après 20, qui n'est pas ici, vous pouvez prendre 24 par exemple, ou encore plus 60. Maintenant, vous pouvez augmenter manuellement votre texte en vous plaçant sur le petit écran qui est là. Vous allez voir que votre curseur va se transformer à, on va dire, l'outil main, en quelque chose comme ça, avec, en tout cas presque vers l'outil main, avec une flèche qui va à droite et une autre qui va à gauche. Vous cliquez, vous maintenez, et quand vous glissez pour aller à droite, vous augmentez la taille de votre texte, et quand vous glissez pour aller à gauche, vous réduisez sa taille. Cette option ou cette façon de faire est valable pour la plupart des éléments qui ont devant eux des zones où on doit entrer des valeurs. Après, devant, vous avez ici l'alignement. On a aligné à gauche, centré, et aligné à droite. Là, nous avons qu'un seul bloc ici, donc ce sera compliqué de préciser s'il sera aligné à gauche ou à droite, parce qu'il sera centré en fonction de quoi on ne voit pas vraiment. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous êtes en mode édition, quand vous avez fini de créer votre texte, et que par exemple vous voulez changer la couleur, ou on va dire tout simplement le style ici, cela pourrait marcher que si vous validez le texte. Quand on a vu ici, on a dit le cercle, là avec le trait dedans, ça veut dire annuler, et le bouton qui est ici veut dire valider. Et donc si vous ne validez pas votre texte et que vous venez changer par exemple le style, ça ne va pas passer, parce que votre texte n'est pas sélectionné. À défaut de valider, vous pouvez le sélectionner en vous plaçant sur le côté à partir duquel vous voulez prendre votre texte, ou votre bout de texte, ou votre mot tout simplement. Vous cliquez, vous faites un glisser pour sélectionner, et là maintenant si vous venez changer le style, vous passez en gras, vous passez là en gras, vous validez. Mais une fois que vous validez, toute modification que vous faites ici, vous pouvez les faire sans avoir à sélectionner votre mot ou votre texte. Vous remettre au style normal et ça passe. Devant, vous avez la couleur. Parfois, ça peut être noir comme ça et vous allez parfois vous perdre. Mais la couleur, ce n'est pas écrit à la différence des outils forme, couleur de fond ou contour, c'est juste représenté. Donc vous allez devoir regarder ici la couleur qui est là. Il peut arriver que ce soit blanc, et donc quand vous allez écrire votre texte, vous n'allez pas remarquer que vous n'allez pas voir ce que vous écrivez en fait, parce que l'arrière-plan, s'il est blanc, et la couleur de votre texte, si c'est blanc, vous ne verrez pas ce que vous allez entrer. Et donc il faut vous assurer que cela est d'abord, on va dire, configuré. Donc il faut configurer avant votre texte, la couleur, la taille, le style, la police, pourquoi pas, avant de vous assurer de continuer. Maintenant, quand nous voulons changer la couleur de notre texte, d'abord, étant bien sûr sur l'outil texte, on va venir cliquer ici. Et une fenêtre va s'afficher, nous demandons de choisir la couleur que nous voulons. Bien, là maintenant, comment choisir la couleur? On va se référer à une autre vidéo pour cela, pour comment ça marche. Mais pour l'instant, on va dire que nous allons mettre notre texte en une couleur plus ou moins particulière, un peu comme ça. Non, on va prendre un peu plus d'orange, voilà. Et voilà, juste pour pouvoir changer de couleur. Bien, maintenant c'est fait. Après, il y a plusieurs autres options de modification du texte. Par exemple, devant la couleur, après le T, au niveau du T ici, là, quand vous cliquez, vous avez des options de, on va dire, aussi quand le texte faux gras. D'accord, on va supprimer un attribut parce qu'il y avait un faux gras sur le texte. Maintenant, on verra le faux gras dont je parle. Ici, le style, c'est différent du style de texte. Ici, c'est plutôt, on va dire, un style de déformation. Voilà. Donc, quand on va venir ici, là, on est à 100. Quand on prendra arc, vous allez voir, votre texte sera déformé, former une forme d'arc. Arc inférieur, voilà, et d'autres options comme ça. Après, c'est vraiment si vous en avez besoin. Je trouve pas que voilà, ce soit aussi important ou nécessaire, mais après, c'est à vous de voir. Et vous pouvez toujours paramétrer votre style ici avec ces boutons qui sont là. Donc, vous pouvez bouger tout ça. Bon, bougeons ici, c'est différentes valeurs qui refusent. Voilà, donc quand nous bougeons ces valeurs-là, vous voyez, il y a notre texte qui ici change d'attribut. Donc il change sa façon d'être. Après, comme je dis, c'est vraiment si vous en avez besoin, si c'est vraiment nécessaire. Sinon, après, vous pouvez vous passer de
ces modifications-là. Ensuite, après ce été avec cette option de déformation, donc vous allez voir ici un petit bouton qui présente une liste d'options. Et là, quand vous cliquez, il y a dans la barre d'historique un nouveau panneau qui va s'afficher avec plusieurs autres options. Et vous pouvez voir que la plupart des options qui sont sur la barre d'options, faut dire comme ça, sont aussi visibles ici. Et là, vous allez pouvoir modifier comme vous voulez votre texte. Et à ce sujet, nous avons déjà une vidéo sur comment écrire du texte, à quoi vous pouvez, enfin, que vous pouvez regarder pour comprendre comment ça marche. Et pour ça, je ne vais pas parler, on va juste sauter pour pas rendre notre vidéo encore plus longue. Et donc, regardons les types de calques que nous avons ici, dans, ici, on va dire notre panneau, notre zone de calque. Vous allez voir que après l'arrière-plan, le calque de texte, il est différent. On va recréer tout rapidement une forme pour faire la différence. Voilà. Et on va aussi importer très rapidement une autre image juste pour pouvoir après analyser les différents types de calques que nous avons. Voilà. Voilà. Mais nous avons ici un calque d'image. Nous avons là un calque de forme, un calque de texte et notre calque d'arrière-plan. On verra d'autres types de calques après et on viendra nous assurer de leur ressemblance et leur différence. Maintenant, nous avons des calques de remplissage. Ceux-là, ils permettent simplement de remplir notre espace de travail ou bien notre plan de travail avec une couleur particulière, un dégradé ou un motif. Pour les trouver un peu plus rapidement, nous allons venir dans la zone des calques et on va descendre jusqu'à trouver ce symbole-là, ce cercle dans le noir, divisé comme ça. On va cliquer et les trois premières options qu'on verra en haut, couleur unie, dégradé et motif, sont destinées à la création de calques de remplissage. C'est-à-dire que le premier, nous allons créer un calque de remplissage en couleur unie, qui veut dire une seule couleur. Le deuxième, ce sera un dégradé et le troisième, ce sera un motif. Par exemple, le premier, couleur unie. Quand nous cliquons, nous allons voir que l'espace de travail se remplit avec d'une couleur, on va dire, un peu plus précise et particulière. Donc la couleur qu'on aura choisie, c'est celle qui va remplir notre espace de travail. On va prendre une couleur un peu plus grise, on va valider. Et maintenant la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir les autres calques? Cela soulève la question de la superposition des calques. Et la logique des calques voudrait que le calque qui est le plus en haut soit au premier plan et celui qui est le plus en bas soit en arrière-plan. Et notre calque ici qui est au premier plan, il est rempli, on va dire, il remplit l'espace de travail, donc les autres sont derrière. Et comme ce calque-là remplit l'espace, on ne peut pas voir ceux qui sont derrière. Pour pouvoir les voir, comme ça c'est plus ou moins gris, donc ça tire beaucoup plus vers le blanc. On va venir dans le calque, on va se placer sur soit le nom du calque ou bien dans l'espace vide qui est après et on va cliquer, on va maintenir, on va glisser pour aller vers le bas. Vous allez voir un trait bleu qui apparaît. Ce trait là marque la nouvelle position de notre calque, donc on va mettre notre calque juste en bas. On ne peut pas le mettre en dessous de arrière-plan parce qu'il a verrouillé sa position, donc il est aussi donc sa position on va dire arrière-plan est verrouillée. Personne d'autre ne peut être en arrière-plan, en tout cas plus en arrière que lui. Donc on va le mettre là et on va laisser. Vous allez voir que maintenant on arrive à voir nos autres calques. Et donc plus un calque est en bas, plus il tend vers l'arrière-plan et plus il est en haut, plus il tend vers le premier plan. Vous pouvez remarquer la même chose si on déplace par exemple cette image. Vous voyez ici elle est au-dessus de notre rectangle. Si on prend par exemple notre rectangle ici, qu'on met au-dessus de notre image, l'image sera derrière. Et donc ça nous rappelle un peu la superposition des calques. Ensuite, nous avons des calques de réglage. Les calques de réglage, eux, quant à eux, permettent d'apporter quelques modifications sur les couleurs, sur les propriétés d'une image et donc ses valeurs. Par exemple, on va venir encore ici. On peut aussi se placer dans le panneau réglage ici, qu'on avait présenté il y a quelques minutes. Ici et trouver la plupart des réglages. Mais le problème, c'est que ici, on ne voit que leur symbole et pas leur nom. Donc, ça sous-entend qu'il faut les reconnaître pour pouvoir les utiliser.
Donc pour éviter cela, nous allons venir ici, toujours dans les calques, un peu plus en bas, sur le même cercle que celui sur lequel nous avons cliqué pour créer un calque de remplissage. Nous cliquons, nous allons voir, après les 3 premiers éléments, il y a un trait, une forme de trait qui apparaît pour les séparer. Et à partir de là, nous avons le calque de réglage jusqu'en bas. Par exemple, si nous voyons ici un niveau. La différence, c'est que quand nous cliquons ici, au lieu que le réglage s'applique directement sur une image, c'est un calque qui se crée avec le réglage qui apparaît ici dans les propriétés. Donc, le calque se crée et les mêmes paramètres qui étaient disponibles ici dans le menu image puis réglage apparaissent ici aussi. Donc, ce type de calque-là, on va dire, crée une forme de dynamisme de modification parce qu'ici, nous pouvons apporter toutes les modifications possibles sans directement altérer les valeurs de l'image. Alors que quand on passait par image et réglage, ça altérait directement les valeurs et les propriétés de l'image. Donc ici, quand nous créons un calque de réglage, ici, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les premiers éléments ou les petits éléments que nous voyons ici, les petits carrés ici, ce sont des vignettes. Donc, nous avons la vignette de notre arrière-plan qui, en général, ressemble à notre arrière-plan ici. Donc, c'était blanc. Ici, la vignette de notre calque de remplissage, fond 1, c'est gris, donc c'est gris ici. La vignette de notre texte, c'est là. La vignette de notre image, c'est ici. Nous pouvons voir notre image en petit dedans. La vignette ici de notre niveau, notre calque de réglage niveau. Ça, c'est la vignette du niveau et ça, la vignette de notre rectangle et on voit un peu dedans notre rectangle. Donc sur niveau, si nous venons par exemple faire ces mêmes modifications, nous allons voir que ici, la plupart de l'image, donc tout ce qui est en bas, est altéré. Si nous faisons ça, nous allons voir que tout est altéré ici, donc tout est modifié, sauf notre rectangle 1, parce que lui, il est au-dessus de notre niveau, et donc tout ce que notre niveau va faire comme modification, lui ne sera pas impacté. Donc ici, le calque de réglage va impacter tous ceux qui sont en dessous de lui, sans toucher ceux qui sont au-dessus. Après, quand nous faisons des réglages, nous voyons que les images ici, leurs valeurs ont été altérées, mais pas directement. Nous pouvons, si nous voulons masquer ce calque, déjà pour masquer un calque, il faut cliquer sur l'œil qui est devant la vignette du calque, ici. Si nous masquons le calque, nous allons voir que nos mêmes images vont apparaître. Donc en gros, les calques de réglage nous permettent de modifier une image, une propriété ou la propriété d'une image ou d'un calque sans vraiment les altérer directement. C'est-à-dire que là, nous travaillons de façon non destructible. Passons maintenant au calque dynamique, ou bien aussi appelé objet dynamique. En gros, et de façon toute simple, on va dire qu'un calque dynamique ou un objet dynamique, c'est une forme de calque qui peut contenir d'autres calques en même temps, ou bien d'autres effets qu'on va appeler effets dynamiques ou bien filtres dynamiques. Pour me redire, tout simplement parce que ça peut sembler un peu bizarre dans l'explication, c'est comme l'exemple de ce calque. On va prendre ce calque ici. Si par exemple, ce calque déjà il est dynamique, et donc celui-là, on peut ajouter des effets ou des filtres qui seront, on va dire, modifiables un peu après, comme si on avait un calque de réglage. Je vais éviter de trop parler, sinon vous allez peut-être me fuir. Comment ça marche? D'abord, un calque dynamique est symbolisé par ça. Vous allez voir ça ici. Pour zoomer, je peux faire quelque chose, vous allez voir. Je vais zoomer. Voilà, vous allez voir qu'un calque dynamique est symbolisé par ce que vous voyez ici. Et donc, ça là, ça représente un calque dynamique. Et on peut faire un tour de raison rapide. Les outils formes sont comme ça. Et les autres éléments, chacun a sa particularité. Et un calque dynamique, un objet dynamique, il a aussi sa façon de se reconnaître. Bien. Maintenant, comment ça marche? En gros, ce calque qui est ici, vu qu'il est dynamique, il s'est automatiquement créé une forme de conteneur au niveau de ce calque qui contient le calque, le véritable calque lui-même en fait. Regardez comment ça marche.
Pour cela, pour voir le calque qui est dans cet objet dynamique, je vais double-cliquer sur sa vignette ici. Ça va ouvrir l'image là dans un nouvel onglet. Vous voyez, l'image est ouverte ici. Vous voyez, notre document c'est là, donc 1, et l'image est ouverte à part. Dans notre objet dynamique, c'est ouvert à part. Et vous voyez ici, malheureusement, il est en JPEG alors qu'il devrait être en PSD. Regardons comment ça marche. Nous allons créer un nouveau calque. Prenons par exemple l'outil pinceau. Nous allons venir peindre. Bon, laissez-moi changer de forme. Voilà. Comme ça. Et si je peins un truc, j'écris juste quelque chose et que je viens dans le menu Fichier, je descends sur Enregistrer. Pour enregistrer cela, le problème ici, vous allez lire impossible dans ce format, aplatir les calques, etc., etc., etc. Vous voyez, ici, nous avons un problème parce que, comme je disais au départ, notre document n'est pas en PSD. Alors, comment résoudre ce problème-là? Pour résoudre ce problème, nous allons le reconvertir en objet dynamique. C'est-à-dire, nous allons venir sur le calque en question, sur son nom donc. Nous venons là, nous faisons clic droit sur le nom du calque et nous allons voir un peu vers le haut l'option convertir en objet dynamique. Nous allons cliquer dessus. Il ne va rien se passer de nouveau parce que l'élément aura la même vignette. Cette fois-ci, nous double-cliquerons encore. Et cette fois-ci, quand on viendra, vous allez voir que le format sera maintenant en PSB et pas en JPEG. Nous allons donc créer un nouveau calque. Nous allons reprendre notre outil pinceau. On va réduire ça. Voilà. Et nous allons maintenant faire des signes, des symboles. Voilà qu'on va supposer appartenir à notre image ici. Donc quand on finit, on va faire Fichier, puis Enregistrer. C'est d'enregistrer. Quand on revient ici, vous allez voir que ce que nous avons ajouté, c'est rajouter à l'image. Mais quand nous revenons regarder dans l'image en elle-même, on peut toujours masquer cela, faire Fichier, Enregistrer, et on verra que toute l'image est revenue, tout est là en fait. Et donc, quand on travaille avec les images, on va dire les objets dynamiques, nous travaillons de façon non destructive. Et donc, ça rend l'édition encore plus dynamique. Donc, comme ça, on n'aura plus besoin d'avoir plusieurs copies. Nous avons là un calque ici, mais qui se comporte sous forme de contenant, donc qui contient d'autres calques. C'est comme un calque dynamique, pour dire comme ça. Donc un calque dossier, pour dire comme ça, qui a en son sein le même calque et d'autres calques qu'on pourrait ajouter. Et par exemple, pour vous montrer qu'on peut ajouter une image ici, on va venir ajouter une image, on va importer, on va glisser et déposer une image dedans. On va faire ça. Je vais mettre ça sur la partie du bas uniquement, un peu comme ça. Voilà. On va faire ça, on laisse juste pour voir. Je vais prendre mon outil déplacement, je vais déplacer un peu. Et je fais Fichier, Enregistrer. Je reviens là et vous voyez la même modification, donc la même image qu'on a ajoutée, c'est retrouvée ici. Donc en gros, ce que vous voyez ici comme un calque, certes, c'en est un, mais c'est un calque qui contient d'autres calques en son sein. J'espère que là j'ai été plus ou moins clair à ce sujet pour dire voilà comment créer ou comment reconnaître un objet dynamique. Après, l'un des avantages des objets dynamiques, c'est que quand par exemple nous allons venir ajouter un filtre, nous allons pouvoir le remodifier après. Regardons, on va faire un exemple. On va importer une image, pourquoi pas la même image, je sais plus trop comment elle s'appelle. On va regarder. Voilà, c'est cette image-là, on va l'importer à nouveau. On va réduire ça. Oui, on peut importer deux fois la même image dans Photoshop, ça ne dérange pas. Mais on ne peut pas ouvrir deux fois la même image. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Maintenant, vous voyez, les deux images sont, on va dire, dynamiques ici. Cette image et cette image, donc les deux calques.
On va sur le calque que nous venons d'importer, on va le pixeliser, donc on va enlever tout ce qui est dynamique sur lui. Pour cela, on va faire clic droit. Et vous allez voir, dans le même menu ici, vous allez venir pixeliser le calque, comme ça. Et vous verrez, il n'y aura plus de vignette ici, plus de signe pour dire que c'est un objet dynamique. Donc celui-là, il est un élément pixelisé, tout simplement. Nous allons revenir dans notre élément dynamique et nous allons masquer ça. Tout simplement, on va enregistrer en faisant CTRL S cette fois-ci pour éviter de faire le long chemin. Nous avons nos deux images ici. On peut toujours venir là pour dire qui est qui. On va s'appeler celui-là pixelisé. Comme ça, voilà. On va venir là, on va juste pour qu'on comprenne à quel niveau nous sommes. Voilà, pixelisé. Et ça, il est dynamique. Bien pixelisé et dynamique ici. Maintenant, on va appliquer un effet à ces deux-là. Un effet tout simple. On viendra sur le calque dynamique, pixelisé, et on va venir dans le menu image. On va descendre dans réglage. On a dit qu'ici, ces options-là vont altérer directement les propriétés de l'image. Et donc, regardez, nous allons venir, par exemple, faire un réglage de teinte saturation. On va venir là, dans ce qui s'affiche, on va bouger la teinte pour changer des éléments ici. On fait simplement OK. Sur le calque, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. En gros, le calque lui-même, il s'est directement transformé. Et donc, le réglage s'est appliqué dessus directement. On va venir ajouter l'histogramme. Voilà. C'est ajouté dessus directement. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de changer quoi que ce soit, à moins de faire CTRL plus Z, pour dire CTRL Z. Mais le problème, c'est que si nous avons oublié de changer cela, ou bien l'envie d'oublier apparaît après, ce sera compliqué de faire CTRL Z, parce que si on le fait après plusieurs étapes, on va devoir reprendre tout ce qu'on avait fait ensuite. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, on va venir sur le calque dynamique et venir dans image, réglage. On va appliquer le même réglage de saturation. On va bouger ça encore, comme ça. Voilà, je pense qu'on avait quelque chose plus ou moins comme ça. On fait OK. Mais voyez, la différence ici, c'est que au niveau du calque dynamique, il y a un élément qui s'est créé en bas qui s'appelle filtre dynamique. Donc le filtre, il s'est créé ici. Donc le filtre aussi, il se comporte un peu ici comme un calque de réglage, mais encore, ce n'est pas un calque de réglage. Pour pouvoir le remodifier, parce que là, nous avons la possibilité de remodifier un filtre ou un réglage qu'on aurait appliqué à un objet dynamique, on va tout simplement double-cliquer sur le nom du réglage ou du filtre. On clique deux fois et ça réapparaît et on aura toujours la possibilité de modifier cela. Voilà un autre avantage du travail avec les objets dynamiques, alors qu'ici, qu'importe ce qu'on fait, on ne peut plus venir changer ça à moins de passer par d'autres manipulations ou de répéter les CTRL Z pour revenir en arrière. Et donc voilà, présenter ces objets, on va dire ces calques. Nous avons vu, voilà la plupart des calques qu'on utilise dans Photoshop, les calques dynamiques, les calques les calques GMD vectoriels, parce qu'aujourd'hui j'ai donné cours sur Illustrator à quelqu'un pour la première fois. Et donc j'ai beaucoup en tête les termes dynamiques, vectoriels. Et donc, nous avons vu les calques de texte, les calques de forme, les calques, on va dire les calques vides qu'on avait créés ici et qu'on a utilisé par exemple le pinceau. Voilà pour faire des symboles, je fais n'importe quoi, vous savez. Et avec ça, on a eu la possibilité de déplacer donc le calque vide ici qu'on crée nouvellement là. Il ne contient rien quand on le crée. On peut créer un calque qui contient de la couleur, etc. Mais on peut le remplir aussi de quelque chose comme avec notre pinceau ou avec une couleur différente, particulière en utilisant l'outil pour des peintures, mais on verra tout ça un peu après. Nous avons
Aussi, notre calque de remplissage, donc on a compris que ce calque-là remplissait notre espace de travail avec une couleur particulière. On peut double-cliquer dessus et venir changer la couleur. Vous avez vu notre calque de remplissage. Notre calque d'arrière-plan qui se comporte comme le fond, donc on va dire le fond donc, de notre travail. L'arrière-plan, j'allais répéter, mais bon après, il est toujours en arrière-plan. Et notre calque de réglage ici, on a notre niveau qui, si on double-clique sur la vignette du niveau ici, on va venir dans les réglages pour remettre ce qu'on avait changé à sa place. Vous voyez, un peu comme ça. Et là, nous pouvons espérer avoir notre image qui est telle qu'elle est, mais c'est un problème. Mais la bonne nouvelle dans les objets dynamiques, dans les calques de réglage, c'est qu'on peut toujours initialiser. Après, ce cours-là n'est pas sur ces différents calques, c'est juste présenter les calques. On peut réinitialiser comme ça et tout est en blanc, le niveau, parce que après, c'est comme ça qu'il veut être. On le met à sa place et tout est bon maintenant. On a réinitialisé. On peut aussi le masquer tout simplement et on ne voit plus son effet sur notre image. En gros, voilà présenter les différents types de calques qu'on va utiliser dans Photoshop tout au long de notre petit voyage. Donc j'espère que vous avez compris un peu à quoi ressemblent les calques, comment utiliser tel calque, comment ne pas utiliser tel autre calque. Ici, après, nous apprendrons à les grouper, mais ce sera vraiment dans une partie un peu plus pratique. On va grouper des calques, comment les mettre ensemble, comment faire ceci, comment faire cela sur les calques, comment modifier les propriétés d'un calque, mais on verra ça quand on va travailler de façon plus ou moins pratique. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on va appeler des petites mises à niveau ou bien des petits échauffements, mais qui sont quand même intéressants et importants. Après ça, nous allons entrer dans une partie très intéressante. Nous verrons dans le cours prochain la sélection, donc le détourage. On verra plusieurs façons de faire de la sélection et croyez-moi, ça sera intéressant. Restez concentrés et voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo, pourquoi pas. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé, ça me fait un grand plaisir et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour la suite de notre voyage sur apprendre Photoshop pas à pas.